Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Examen de passage réussi hier soir au Sénat pour le projet de loi de lutte contre le terrorisme présenté par Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Ce texte doit permettre de poursuivre les Français qui commettent des actes de terrorisme à l'étranger ou qui y partent pour s'y entraîner au djihad. Il faut dire que le projet de loi a reçu le soutien ici des sénateurs UMP mais aussi des sénateurs centristes, au premier rang desquels Michel Mercier, l'ancien garde des Sceaux, qui a expliqué en séance qu'il voterait ce texte sans des états d'âme. L'ancien garde des Sceaux qui a jugé que le texte qui était soumis hier à l'approbation des sénateurs reprenait en partie les propositions de Nicolas Sarkozy formulées après l'affaire Mohamed Merah. Tout de suite donc direction l'hémicycle pour revoir l'adoption de ce texte. Bonne séance à tous. Article additionnel après l'article 1er, amendement 18 rectifié. Il est présenté par Madame Kickerman ou Madame Assassi. Je pense qu'il a déjà été défendu dans mon intervention sur l'article, donc voilà. Très bien, il est défendu. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Monsieur le Président, cet amendement tend à supprimer la possibilité d'effectuer des contrôles d'identité dans les trains transfrontaliers, ce qui est une mesure qui avait été instaurée par l'article 3 de la loi du 23 janvier 2006. S'il est vrai que ces contrôles sont instaurés selon l'article 78.2 du Code de procédure pénale pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et non pour la seule lutte contre le terrorisme, dans les faits, ils permettent aux services de recueillir des informations qui leur sont nécessaires dans le cadre de cette lutte. Et là aussi, les auditions auxquelles nous avons pu procéder démontrent que ces contrôles ont leur utilité, qu'il est donc souhaitable de les maintenir, et c'est pour cela que la Commission donne un avis défavorable à cet amendement. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement? Même avis. Favorable. Sur cet amendement, y a-t-il des demandes d'explication de vote? Il n'y en a pas. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Article additionnel après l'article 1er, l'amendement numéro 20 rectifié. Il est présenté par Madame Benbassa. En fait, il vient compléter mon précédent amendement. Nous demandons qu'il y ait un rapport qui soit fait avant la prochaine prorogation, et cela 3 mois avant la prorogation qui serait le 31 décembre. Donc nous demandons pour le mois de septembre un rapport. Voilà, il complète ce que nous avons demandé dans l'amendement numéro 1. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Monsieur le Président, c'est un avis défavorable. Cet amendement prévoit qu'un rapport d'évaluation sur l'efficacité des 3 articles dont s'agit de la loi du 23 janvier 2006 devrait être rendu au plus tard le 30 septembre 2014. Nous considérons qu'un nouveau rapport ne s'impose pas en l'espèce. Le gouvernement, et cela a été d'ailleurs rappelé par le ministre, s'il souhaite une prolongation supplémentaire, mais ce qui ne semble pas être le cas, nous avons bien entendu les propos de Monsieur le ministre, devrait dans ce cas-là justifier sa demande, comme il l'a fait dans le cas présent par le biais de l'étude d'impact qui a établi un bilan de l'application de ces mesures. Mais nous avons eu une réponse tout à fait claire, tout à fait nette de Monsieur le ministre de l'Intérieur, disant quel était l'objectif et le but qui sera poursuivi et qui sera atteint par le gouvernement, c'est d'avoir un système unifié. Et donc, on ne voit pas aujourd'hui encore plus quel serait l'intérêt de réaliser un rapport alors que nous venons d'avoir cette réponse parfaitement claire et précise de Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Même avis, négatif. Avis.
Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Il n'y en a pas. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Nous arrivons à l'article 2. Je passe la parole à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je vous remercie de me permettre de dire quelques mots. J'avais souhaité vous rejoindre avant l'intervention de Monsieur le rapporteur cet après-midi. J'ai quitté tardivement l'Assemblée nationale et je n'ai pu vous rejoindre que juste au moment où Monsieur le rapporteur montait à la tribune. Je vais donc me contenter de quelques mots puisque nous arrivons au seul article contenant des dispositions pénales dans ce texte de loi. D'abord, évidemment, pour confirmer ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, à savoir les conditions dans lesquelles nous avons préparé ce texte, le travail consciencieux et sérieux que nous avons effectué, mais que surtout nos équipes ont effectué, les experts que nous nous sommes attachés respectivement ont fait. Nous avons tous, bien entendu, en mémoire, et vous l'avez dit à plusieurs reprises ici, les événements, le drame, la tragédie d'il y a quelques mois avec l'affaire Mera, le meurtre d'enfants, de personnes, de militaires. Et nous avons tous vécu cette émotion, la colère aussi, les peurs qui ne sont pas toutes infondées. Ces derniers jours, nous avons eu des raisons également de nous inquiéter. C'est donc avec la conscience d'une part de la menace, de la nécessité d'en prendre toute la mesure et toutes les formes d'expression, mais aussi d'anticiper et d'autre part un souci d'efficacité que nous avons travaillé particulièrement à ces dispositions concernant le code pénal. Nous avons donc souhaité répondre à la question de savoir comment améliorer les dispositifs dont nous disposons déjà, à savoir des dispositifs de repérage par le renseignement, des dispositifs de prévention par les enquêtes préliminaires et les informations judiciaires et les dispositifs de répression. La question n'est pas anodine parce que, et il est apparu des experts que nous nous sommes attachés pour ces réflexions, il est apparu que parfois des précisions sur des incriminations pouvaient fragiliser les possibilités d'initiative des magistrats. Nous avons donc voulu répondre à la façon de construire un nouvel outil législatif, mais de sorte qu'il améliore la procédure aussi bien administrative que judiciaire. Mais tout en nous posant la question de savoir ce qui pouvait relever du législatif, ce qui devrait éventuellement relever du réglementaire, ce qui pourrait ressortir d'une meilleure coordination entre les services et éventuellement entre l'administration et pourquoi pas sous forme d'instruction de politique pénale. C'est donc sur la base de ces interrogations très précises que nous avons confronté les situations. Nous nous sommes attachés, je le disais, des personnes, des praticiens, donc des magistrats du siège, juges d'instruction du pôle antiterroriste, des magistrats du parquet, de la section centrale de la lutte antiterroriste, des policiers, particulièrement experts et spécialisés, et des juristes, notamment de la Cour de cassation. Parce que nous disposons également d'une jurisprudence, qui donne une interprétation, notamment de l'incrimination d'association de malfaiteurs avec des visées terroristes. Et cette jurisprudence est d'une interprétation large qui permet aux magistrats de travailler, de sorte que nous avons été alertés sur la nécessité de ne pas prendre le risque, par des incriminations complémentaires plus précises, de fragiliser, de permettre que cette incrimination d'association de malfaiteurs, lorsqu'elle est mobilisée, fasse l'objet d'une exigence de précision par les magistrats. Cette disposition donc, de l'article 2 qui permet d'introduire un article 113.13 dans le Code pénal est une modification importante puisqu'elle change le livre premier du Code pénal en élargissant la compétence territoriale de nos juridictions françaises. Cette rédaction qui est sensiblement différente du texte précédent, porté par le garde des Sceaux Michel Mercier. Cette rédaction est plus large dans la mesure où, au-delà de l'association de malfaiteurs, elle permet également d'inclure des personnes qui sont liées au terrorisme par nature et sous une autre forme, notamment avec des revenus ou des moyens qui ne pourraient pas être justifiés, ou simplement des personnes convaincues de financer les actes terroristes. C'est donc un élargissement
du champ d'application de cette disposition qui permet également d'incriminer des Français qui agiraient à l'étranger, même si ces pays, eux, n'incriminent pas les actes perpétrés. Évidemment, il y a ce travail fait sur le code pénal, il y a l'essentiel des autres dispositions du texte qui concernent la sécurité intérieure ainsi que le code sur l'entrée et le séjour des étrangers et le droit d'asile. Mais il y a bien entendu, et vous l'avez évoqué quelques-uns d'entre vous dans vos interventions cet après-midi, il y a bien entendu l'action publique du gouvernement qui est plus large. Et en ce qui me concerne, pour répondre à quelques sénateurs sur la radicalisation qui peut être opérée dans nos établissements pénitentiaires, c'est une réalité dont il faut prendre la mesure sans la surestimer, parce que la surestimer reviendrait à sous-estimer ce qui peut se passer dans certaines parties du territoire sans que ces personnes aient eu un parcours judiciaire et pénitentiaire. En tout cas, il y a 20% à peu près des personnes incriminées par les derniers, par l'attentat de Sarcelles et par le réseau que nos policiers et nos magistrats ont détecté et combattent actuellement. Il y a à peu près 20% des personnes incriminées qui ont eu un parcours judiciaire et pénitentiaire. Donc ça veut dire que nous ne devons pas perdre de vue qu'il y a d'autres lieux de radicalisation. Pour ce qui se passe dans nos établissements pénitentiaires, nous avons deux difficultés actuelles auxquelles nous essayons d'apporter des réponses. Une des difficultés, c'est effectivement que dans nos établissements, mais je crois que le garde des Sceaux l'avait déjà repéré et des mesures avaient déjà été prises, nous les avons confortées. Dans nos établissements, il y a des imams autoproclamés, ou en tout cas des prêcheurs autoproclamés, qui prêchent un islam radical qui peut être haineux. Et ces prêcheurs autoproclamés sont identifiés, sont repérés, identifiés, et lorsque le prosélytisme est établi, ils font l'objet d'un transfèrement. Les surveillants pénitentiaires, eux, suivent une formation, notamment à l'École nationale de la magistrature, qui leur permet de disposer des éléments qui aident à détecter ces pratiques et à prendre la mesure du risque réel. Il existe également, vous le savez, je crois probablement que toutes les sénatrices et les sénateurs le savent, un bureau de renseignement pénitentiaire qui travaille avec les services de renseignement de la police et qui nous permettent donc de contenir ce phénomène de radicalisation dans nos établissements pénitentiaires. Ceci étant, nous constatons, en ayant étudié le profil des personnes qui se trouvent impliquées dans ces processus de radicalisation à l'intérieur de nos établissements, il apparaît que ce sont des personnes qui sont d'une vulnérabilité pour la plupart d'entre elles, bien entendu, et ça, ce n'est pas un élément d'atténuation, c'est un élément factuel. Ce sont des personnes qui sont dans un état de vulnérabilité économique, qui sont souvent prises en charge de façon matérielle à l'intérieur des établissements et qui le sont parfois même assez souvent à l'extérieur. Il y a donc à répondre aussi à la réalité de l'indigence dans certains de nos établissements et faire en sorte que cette vulnérabilité économique se réduise. Ensuite, pour répondre aux besoins de culte, à la demande de culte, lorsqu'elle existe, si elle existe dans nos établissements, nous disposions pour l'instant d'une capacité, parce qu'il y a un grand déséquilibre sur la répartition des vacations pour la pratique des cultes, un grand déséquilibre très, très défavorable au culte à la confession musulmane. Nous avons donc décidé pour l'année 2013 de créer un certain nombre de vacations supplémentaires qui nous permettront de couvrir une trentaine d'établissements supplémentaires. En 2014, nous couvrirons à nouveau une trentaine d'établissements supplémentaires. Donc progressivement, nous rééquilibrons, nous créons les conditions de la pratique du culte, puisqu'elle est légale dans notre société laïque, dans notre république laïque, qui n'est pas une république de contestation de la pratique du culte, mais une république avec un principe de coexistence aussi bien de l'athéisme, de l'agnosticisme, de la libre conscience, de la libre pensée que de toutes les confessions. Nous créons les conditions pour la pratique de cette confession dans le respect
des lois républicaines et des principes républicains. Voilà donc en termes de politique publique ce que nous faisons en plus de ces dispositions pénales qui sont contenues dans ce texte au titre de l'article 2. Merci Madame la garde des Sceaux. Nous en arrivons à l'amendement 10 rectifié bis. Il est présenté par Monsieur Mercier. Monsieur le Président, je voudrais simplement présenter cet amendement le plus rapidement possible. Dans le projet qui nous est présenté, le gouvernement propose de pouvoir poursuivre un Français, un national, qui, à l'étranger, se livre à des actes de préparation ou de terrorisme. Je propose qu'on aille un peu plus loin et que l'on prévoit également qu'on puisse poursuivre les personnes résidant habituellement en France, et pour essayer de bien fixer une catégorie et ne pas être trop large dans la définition. La commission des lois ce matin a beaucoup travaillé. J'ai accepté sans problème de modifier l'amendement et de parler de personnes titulaires d'un titre de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français. Je crois que ça répond à ce que l'on recherchait et cela nous permettra en tous les cas de parfaire l'arsenal juridique dont disposeront les policiers et les magistrats. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, l'amendement tel qu'il vient d'être présenté par Monsieur le Ministre Mercier recueille un avis favorable de la Commission. On peut dire que ce matin, ça a été un peu une œuvre collective sur la base de la proposition de Monsieur Mercier. L'article 2, qui est la novation principale de ce texte, qui ne crée pas une nouvelle incrimination, mais qui est une extension d'incrimination, permet de poursuivre les crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme commis par un Français hors du territoire de la République. Monsieur Mercier proposait de considérer qu'il fallait l'étendre à ceux qui avaient leur résidence habituelle en France. La Commission a trouvé que le mot résidence habituelle risquait de poser des problèmes, que ce n'était pas suffisamment précis, et donc nous sommes arrivés à un texte où cette incrimination viserait des crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme commis par une personne, par un Français ou par une personne titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français. C'est effectivement une définition qui recueillait, on peut le dire, l'accord de toute la Commission, et c'est donc un avis tout à fait favorable. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement ? Monsieur le Président, il est difficile pour le gouvernement de s'opposer à une œuvre collective du Sénat et de la Commission des lois. Vous le savez, ça a été dit, la loi pénale est déjà applicable à un ressortissant étranger qui a commis un crime ou un délit puni d'emprisonnement hors du territoire de la République. Il n'y a donc pas d'obstacle à l'élargissement des dispositions de l'article 113-13 du Code pénal aux ressortissants étrangers résidant habituellement en France. Et la Commission, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, a très utilement précisé cette notion de résidence habituelle en la remplaçant par l'exigence de la détention d'un titre de séjour. Et puis, il serait au fond cohérent que les résidents habituels en France soient passibles des mêmes sanctions pénales que les Français pour les mêmes faits commis à l'étranger. Pour toutes ces raisons, le gouvernement est favorable à l'amendement de Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Si, Monsieur Lamy. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, chers collègues. Bien que ne faisant pas partie de la Commission des lois, parce que le mérite revient à la Commission des lois, et je comprends parfaitement cet amendement présenté toujours avec beaucoup de brio par le garde des Sceaux Michel Mercier, et c'est vrai que je dirais, bon, avec un regard peut-être plus neutre, parce que
Michel Mercier a rappelé tout le travail qui a été fait, j'irais, au sein de la commission présidée par notre collègue Monsieur Sueur, et aussi le travail aussi du rapporteur. Et je salue aussi naturellement tout le travail que les collègues ont fait sur ce dossier et sur ce texte et sur cet amendement en particulier. Et c'est vrai que tout à l'heure, l'intervention de Madame le garde des Sceaux sur cet amendement, on fait état de la sécurité intérieure. Alors la sécurité intérieure au sens large, naturellement, les interventions au sens de la justice, naturellement. Puis de l'autre côté, la sécurité intérieure sous toutes ses formes. Bon, j'oublie pas non plus, puisque ça a été rappelé, sécurité intérieure, de faire référence, et le président Jean-Jacques Hyest, à l'époque, connaît bien aussi ce sujet. C'était une loi qui a été votée en 2011, en janvier 2011, sur la loi LOPSI 2. Bon, c'était aussi une partie dans laquelle il y avait aussi la nécessité, je dirais, de travailler aussi sur toutes ces formes aussi. Donc parallèlement, ça s'ajoute naturellement avec, je dirais, cet amendement qui ajoute naturellement aux notions de justice, et puis aussi les luttes sous toutes les formes, je dirais, contre le terrorisme. Et je crois que les témoignages des uns et des autres qui sont intervenus vont aussi dans ce sens-là. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Je n'ai pas d'opposition. Il est adopté. Nous votons sur l'article 2. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Opposition. Il est adopté. Article additionnel après l'article 2. Nous avons deux amendements identiques qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 2 rectifié bis est présenté par Monsieur Hyest. Monsieur le Président, parce que le ministre Mercier est beaucoup plus compétent que moi, puisqu'il avait rédigé le projet de loi. Alors, il s'agit en fait simplement de transposer la décision cadre du 28 novembre 2008 relative à la lutte contre le terrorisme, qui exige de réprimer comme acte de terrorisme le chantage en vue de commettre des actes terroristes. Alors, on me dit, ça existe déjà, mais enfin, il faudra préciser les choses. Je pense que c'est indispensable de le mettre, si on veut respecter la décision cadre du 28 novembre 2008. Merci, cher collègue. Monsieur Mercier nous présente le 11 rectifié. Monsieur le Président, il s'agit actuellement d'un amendement complètement similaire, celui que vient de présenter Monsieur Hyest. La question que nous voulons poser au gouvernement, c'est pourquoi refuser de transposer la décision cadre du 28 novembre 2008, alors qu'elle est là et qu'il faudra la transposer. Et pourquoi attendre un autre texte pour le faire? Je crois qu'il y a l'occasion de faire cette transposition et simplement de montrer aussi que la lutte contre le terrorisme, c'est pas uniquement avec du droit national, c'est aussi avec l'Europe qu'on peut le faire. On peut pas lutter contre le terrorisme uniquement dans notre pays. On sait bien que les frontières ne font pas beaucoup peur aux terroristes. On vous propose donc de transposer la décision cadre du 28 novembre 2008 avec ces deux amendements en ajoutant le chantage dans la liste des infractions constituant un acte de terrorisme. Et il y aura un second amendement qui reprendra d'autres dispositions de cette même directive. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Bien, Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'avis de la Commission, c'est une demande de retrait ou sinon un avis défavorable. Pourquoi? L'objet de ces deux amendements, c'est de nous dire qu'il s'agirait de transposer la décision cadre du 28 novembre 2008 relative à la lutte contre le terrorisme, qui exige de réprimer comme acte de terrorisme le chantage en vue de commettre des actes de terrorisme. Cet amendement, en fait, qui vise, comme je l'ai dit, à inclure le chantage, nous considérons qu'il est déjà satisfait par le droit en vigueur, puisque dans la liste des infractions
constituant des actes de terrorisme figure l'extorsion, qui, dans notre code pénal, recouvre différentes incriminations, parmi lesquelles le chantage. Et j'ai sous les yeux, monsieur le ministre Mercier, effectivement le code pénal, l'article 312.1, et nous sommes dans le chapitre 2, qui a pour titre de l'extorsion. Il y a deux sections. La section première, c'est de l'extorsion, et la section 2, deuxième section, c'est du chantage. Donc nous considérons que cette précision n'est pas utile. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Madame la garde des Sceaux. Oui, non, j'ai presque envie de vous laisser continuer, mais évidemment, ce n'est pas moi qui assure la police de l'Assemblée, mais c'est simplement parce que nous partageons le point de vue de la Commission. Pour vous dire que, parce que lors de la discussion sur la décision cadre de 2008, le gouvernement de l'époque a considéré que le droit français satisfaisait à cette disposition. Et les autorités communautaires, à aucun moment, n'ont considéré, elles, que ça n'était pas le cas. Le chantage dans notre droit, en fait, concerne les biens et non pas ce que vous entendez, ce que vous suggérez, à savoir l'acte qui consiste à contraindre quelqu'un à agir. Donc, nous considérons que notre droit satisfait à votre demande, parce que dans les extorsions, j'ai lu l'exposé des motifs, j'ai lu aussi, j'ai lu aussi l'étude d'impact de la. Voilà, c'est parce que dans les extorsions, le chantage est prévu et que par conséquent, votre demande est satisfaite par le droit en l'état actuel. Merci, Madame la Ministre. Alors, Monsieur Mercier, pour explication de vote ou retrait? C'est d'abord pour ménager la voix de M. Hyest. Personne ne conteste ici que dans le code pénal, on parle du chantage, et personne ne conteste que le chantage soit une infraction pénale. Mais je dois quand même vous dire qu'il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas ça la question. Oui, parce qu'on parle de terrorisme. Et dans le code pénal, tel que vous l'avez lu, monsieur le rapporteur, et je veux bien m'incliner autant que vous voudrez, le chantage, dans le code pénal, ne constitue pas un acte de terrorisme. La transcription que nous vous proposons de la directive européenne, c'est de dire que le chantage sera inscrit dans la liste des infractions constituant un acte de terrorisme. Et le faire tomber dans le droit du terrorisme. C'est ce que dit la directive européenne, c'est ce que nous disons, et c'est tout à fait vrai. Et ce que vous nous avez dit, monsieur le rapporteur, le chantage est une infraction pénale. Mais ce n'est pas un acte de terrorisme. Et nous souhaitons qu'il soit reconnu comme un acte de terrorisme. C'est ce que dit la directive cadre européenne. Et puisque nous sommes en matière pénale, il faut bien sûr interpréter la loi pénale de façon stricte, étroite ou restrictive. C'est ce que rappelait Portalis, qui veille sur nos travaux ce soir, dans le discours préliminaire sur le Code civil. Oui, il ne fait pas la peine de ricaner, parce que nous avons beaucoup de chance de l'avoir, et c'est quand même encore lui qui fait l'essentiel de notre droit. Madame Pritz et M. Merassou, regardez-le bien. Et chers collègues, Madame la Ministre. Je l'ai lu, Monsieur le Ministre. Effectivement, en fait, dans les actes de terrorisme, il y a les extorsions. D'accord? Et dans les extorsions, il y a le chantage. Voilà, c'est juste cela. C'est très précis. Alors, je vous lis. Voilà la page de l'autre. Non, j'ai juste un tempérament amazonien, pardonnez-moi. Non, l'autre, je voulais les actes de terrorisme 421.
Oui, 421 que je vous demandais. Ça fait rien. Donc voilà, il y a la déclinaison des actes constitutifs de l'incrimination de terrorisme. Parmi eux, il y a les extorsions. Et lorsqu'on se reporte dans le code pénal aux extorsions, il y a le chantage. Voilà. Donc, merci. Au 421.1, donc nous avons constitué des actes de terrorisme. Deuxième alinéa, les vols, les extorsions, les destructions. Et lorsqu'on repasse dans quelle page? Merci. Nous avons, voilà, merci. Nous avons donc parmi les extorsions le chantage. Ce n'est vraiment pas pour vous être désagréable. C'est juste que ce serait superfétatoire par rapport aux infractions définies dans notre code pénal. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Hyest. Le Président, on peut être d'accord, mais je pense quand même qu'il faut mieux le préciser. Parce que on raisonne, Madame le garde des Sceaux, je crois que je connais un peu cette partie du code pénal, vous voyez. Bon, il y a les extorsions globalement, puis il y a extorsion et chantage. C'est deux choses différentes. Ah oui. Et on se prononce sur des, à mon avis, pas sur des titres, mais sur des infractions. Et il y a le chantage qui n'est pas l'extorsion. Moi, je suis désolé. C'est pas les mêmes articles. C'est tout. Alors on peut... Bon, moi... Voilà. C'est pourquoi je ne retire pas non plus mon amendement. Mais c'est pour vous rendre service. Hein. Alors, sur ces amendements, pour explication de vote, la parole est à Monsieur Richard. En ayant écouté avec intérêt cet échange, il me semble, au terme de l'échange, possible d'essayer de convaincre mes collègues Hyest et Mercier que, du fait du pluriel employé dans l'article 421, qui parle des extorsions, de même que des destructions, cela veut dire qu'on fait allusion à une série homogène d'incriminations. Sinon, on dirait l'extorsion. Et si on dit les extorsions, cela recouvre en effet les deux sections que mentionnait le rapporteur tout à l'heure, c'est-à-dire la section relative à l'extorsion, qui est un délit qui a sa définition, et au chantage. Donc il me semble, alors qu'en effet le début de la discussion prête à hésitation, que, en tout cas avec les travaux préparatoires qui seront demain ou après-demain dans le journal officiel, on peut réputer que le dispositif actuel du Code pénal répond aux exigences de la décision cadre européenne. Merci, chers collègues. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter ces amendements veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Les amendements ne sont pas adoptés. Nous arrivons à l'article additionnel après l'article 2, l'amendement 7 rectifié bis. Il est présenté par Monsieur Hyest. Le 7 rectifié bis. Je dois me fatiguer parce que il s'agit aussi de transposer une disposition de la décision cadre du 28 novembre 2008. Alors, donc, je rappelle que l'amendement permet une mise en conformité avec la décision cadre en réprimant le recruteur, indépendamment de la réussite ou non du recrutement. Moi, je pense que c'est indispensable pour se mettre en harmonie avec la décision. Maintenant, on va peut-être me prouver que ça y est déjà. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, je suis désolé pour notre collègue Jean-Jacques Hyest, mais c'est effectivement un avis défavorable. L'amendement, ce n'est pas une surprise parce que vous connaissez bien, Monsieur l'ancien garde des Sceaux, la législation et que vous êtes certainement convaincu de ce que je vais vous indiquer puisque nous vous l'avons dit ce matin. Cet amendement tend à instituer une nouvelle incrimination inspirée du délit d'association de malfaiteurs, mais appliquée à une personne
agissant de manière totalement isolée. Bon. L'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste a déjà permis, et nous le savons, une prévention efficace des actes de terrorisme. Alors, faut-il aller plus loin? Ce que, il faut le rappeler, aucun des acteurs de la lutte contre le terrorisme n'a demandé dans les auditions préparatoires à l'examen de ce projet de loi, parce que si l'association de malfaiteurs, qui est quand même la base de notre système pénal de lutte contre le terrorisme, peut être constituée assez facilement, elle exige à minima une entente ou la participation à un groupement, même si ce groupement n'est formé que de 2 personnes. Jusque-là, vous me suivez. Une telle exigence ne serait même plus nécessaire dans le délit qui est proposé ici, puisque vous visez d'un acte solitaire. Une telle exigence, donc, ce n'est pas recevable pour nous, et en l'état, cette nouvelle infraction nous paraît vraiment très insuffisamment encadrée. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, l'opinion du gouvernement? Oui, le gouvernement partage l'avis de la commission du Sénat, exprimé à l'instant par le rapporteur. Actuellement, rien n'interdit, concernant une personne isolée, de procéder à une surveillance administrative. Et si cette personne, comme vous l'indiquez dans votre amendement, détient des actes matériels qui peuvent attester d'une préparation, une information judiciaire, une procédure judiciaire peut être ouverte. Donc, pour ces raisons, nous pensons que le droit couvre cette situation qui concerne la préparation éventuelle d'un acte terroriste. Merci, Madame la ministre. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Article additionnel après l'article 2, 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 1 rectifié bis qui est présenté par Monsieur Hyest. Monsieur le Président, le nouvel article 421.2.4 réprime l'instigateur d'actes de terrorisme de manière très similaire à ce que prévoit l'article 221.5.1 du même code qui réprime l'instigation à commettre un assassinat. Dans un tel cas, en effet, la personne n'ayant pas été encore recrutée, il n'y aura peut-être jamais d'association de malfaiteurs. Ce texte permet ainsi de réprimer de façon spécifique l'instigation en matière de terrorisme, comme l'exige la décision cadre du 28 novembre 2008. Merci, chers collègues. L'amendement 12 rectifié est présenté par Monsieur Mercier. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme cela a été dit fort bien, tant par Madame le garde des Sceaux que par Monsieur le rapporteur, la législation française permet d'ores et déjà, en application de l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes, d'appréhender tous les actes commis en amont d'une infraction terroriste, tels que la participation à la préparation d'actes de terrorisme, les faits de recrutement et d'entraînement pour le terrorisme. Cependant, la législation actuelle ne couvre pas le cas de l'individu qui cherche à recruter d'autres personnes pour une association de malfaiteurs à des fins terroristes, mais n'y parvient pas. Aujourd'hui, le Code pénal ne peut pas permettre cette poursuite. L'amendement proposé, qui est d'ailleurs l'intégration dans notre droit interne de la même directive dont nous avons parlé tout à l'heure, donc cet amendement permet une mise en conformité avec la décision cadre en réprimant le recruteur, indépendamment de la réussite ou non du recrutement. Alors pour lequel nous avons déposé cet amendement. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il s'agit effectivement de 2 amendements intéressants. Cet amendement permet de réprimer l'instigation en matière de terrorisme. Alors, cette infraction peut être poursuivie aujourd'hui sur la base du délit d'association de malfaiteurs terroristes. Mais il reste
Monsieur le ministre. Il reste toutefois le cas de l'instigation non suivie des faits. Et on peut considérer effectivement, on peut se poser en tout cas la question de savoir si cela ne constitue pas un vide juridique. Alors il nous a semblé, au niveau de la Commission, avant de nous prononcer, qu'il était souhaitable de demander l'avis du gouvernement par rapport à cette interrogation. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Oui, Monsieur le Président. Nous partageons l'analyse de la Commission et sans forcément d'ailleurs, Monsieur le Président Hyest et Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, sans nous référer nécessairement d'ailleurs à la décision cadre de 2008, du point de vue simplement de notre droit, l'interrogation est de savoir si le droit actuel couvre bien cette situation très particulière d'une personne sur une autre personne, une personne seule sur une autre personne seule. La décision cadre d'ailleurs concerne des groupes. Donc ça n'est pas une transposition de la décision cadre qui répondrait à vos interrogations. La question que nous nous posons, c'est de savoir si, en introduisant cette disposition, nous n'affaiblissons pas le recours à l'association de malfaiteurs. Et parce que nous n'avons pas eu d'avis tranché sur cette question, le gouvernement souhaite s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée. Merci, Madame la ministre. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter ces amendements veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Merci. Abstention. Ils sont adoptés. Article additionnel après l'article 2. Deux amendements font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 3 rectifié bis, présenté par Monsieur Hyest. Oui, Monsieur le Président, là, j'ai dit que c'était un débat récurrent tout à l'heure. Où est-ce qu'on sort de la loi sur la liberté de la presse le fait de provoquer directement à des actes terroristes? L'apologie, est-ce qu'on doit la sortir de la loi sur la liberté de la presse? Ou est-ce qu'on doit, dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse, trouver les moyens, à la fois en matière de prescription et en matière de contrainte, notamment en ce qui concerne la détention provisoire? Voilà, c'est un vrai débat. Je propose que ça soit extraire de la loi de 81 et de faire un délit spécifique, mais je sais qu'il y a d'autres amendements de repli aussi, qui permettront peut-être de trouver une solution plus partagée, Monsieur le Président. Merci. Chers collègues, l'amendement 13 rectifié, présenté par Monsieur Mercier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très naturellement, cet amendement poursuit le même but que celui que vient de décrire le Président Hyest. Il s'agit en fait de permettre une poursuite réelle des actes des actes de provocation à des actes de terrorisme ou l'apologie de ces actes. Actuellement, c'est la loi de 1881 qui permet de poursuivre et de punir de tels actes. Je rappelle que la loi de 1881 est une loi de liberté. C'est la loi sur la liberté de la presse. Et cette loi, elle permet une action dans des conditions très restrictives, parce que ça fait partie de nos grandes lois fondamentales qui ont permis de bâtir l'État libéral républicain que nous connaissons. Pour ma part, je choisis une autre voie que celle retenue par M. Hyest et peut-être par M. le rapporteur. Moi, je préfère voir sortir, en quelque sorte, de la loi de 1881 la poursuite de l'apologie des actes de terrorisme ou la provocation à des actes de terrorisme et la faire entrer dans le droit commun avec quelques limitations que l'on verra dans un amendement ultérieur si jamais le Sénat souhaitait adopter l'amendement que je propose. Voilà, c'est le même but, mais par une voie différente.
Voilà. Et moi, je pense très honnêtement que toucher à la loi de 1881 c'est peut-être pas la meilleure et la plus sage des solutions. C'est la raison pour laquelle je vous en propose une autre. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Monsieur le ministre, mes chers collègues, dans les deux cas, ce sont en l'état des avis défavorables. C'est un problème de fond, puisqu'il s'agit de savoir si on sort, malgré une méthode, j'allais dire, un peu habile de Monsieur le ministre Mercier, qui ne prend pas le même chemin, mais pour arriver au même but, mais on arrive au même objectif. Cet amendement de M. Hyest tend à intégrer dans le code pénal le délit de provocation d'apologie d'actes de terrorisme qui, à l'heure actuelle, figure dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec comme sanction sont des faits qui sont passibles de 5 ans d'emprisonnement en application de l'article 24 de la loi de 1881. Alors, il est vrai que le délit se voit appliquer le régime particulier du droit de la presse, notamment, et c'est important, en matière de prescription, c'est-à-dire une prescription abrégée de 3 mois. Si les dispositions, et c'est vrai, de la loi de 1881 ne paraissent pas toutes adaptées à la répression de cette infraction, il nous paraît quand même préférable de rester dans le cadre de cette loi. Cette loi, en effet, présente des garanties procédurales nécessaires à la liberté d'expression. C'est pour ça que c'est un débat qui n'est pas neutre, c'est un vrai problème de principe. Et il est possible aussi de l'aménager, cette loi de 1881, comme cela existe déjà pour certains des délits qui sont aujourd'hui mentionnés par cette loi sur 2 aspects. Nous pourrions aménager cette loi sur le délai de prescription qui pourrait être allongé, comme le prévoit l'amendement numéro 4 bis de M. Hyest, à 1 an, passerait de 3 mois à 1 an, et sur éventuellement la possibilité d'un placement en détention provisoire, et c'est l'objet du sous-amendement que je proposerai à l'amendement numéro 4 bis. Mais la vraie question de principe, c'est de savoir si on reste dans le cadre de la loi de 1881. Il nous paraît vraiment qu'en l'état, il serait tout à fait souhaitable de rester dans la configuration de la loi de 1881. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la garde des Sceaux, quel est l'avis du gouvernement? Monsieur le Président, le gouvernement partage l'avis que vient d'exposer le rapporteur de la commission du Sénat, parce que nous avons dit tout à l'heure que l'arsenal législatif pour lutter contre le terrorisme est un arsenal de droit, mais qui déroge au droit commun. Il déroge au droit commun, simplement c'est un dispositif qui respecte un équilibre entre les nécessités, les impératifs de l'ordre public et le respect de nos principes constitutionnels et de nos engagements internationaux. Mais il déroge au droit commun. Donc il y a des dispositions particulières. Cette loi de 1881 est une loi sur la liberté d'expression. Lorsqu'on réprime les actes de terrorisme, il y a la répression de l'expression, il y a la répression de la préparation, la répression de l'action. L'expression n'est pas traitée dans notre droit de la même façon que la préparation ou l'action. L'expression est traitée d'une façon générale. Je ne parle pas d'expression de l'apologie du terrorisme. L'expression est traitée de façon générale dans la loi de 1881. La loi de 1881 sanctionne l'apologie. Dans les dispositions qui sont prévues dans l'article 1881. Le gouvernement n'est pas favorable à ce que ces dispositions traversent de cette loi de 1881 au code pénal. J'ai, pour ma part, donné instruction aux parquets généraux, comme vous l'auriez fait, je n'en doute pas, pour que l'apologie de terrorisme soit autant que possible liée à l'association de malfaiteurs. Ça permet d'abord déjà de suspendre le délai de prescription.
Ensuite, si au cours de l'enquête, il apparaît que l'association de malfaiteurs n'est pas retenue, le délai de prescription ne s'est pas épuisé et il est possible de sanctionner l'auteur de cette apologie. Donc, pour ces raisons, je vous rappelle d'ailleurs que l'article 52 de la loi de 1881 permet la garde à vue. C'est une décision de la Cour de cassation qui date de février 2012 et qui donc cet article ne permet pas la détention provisoire mais permet la garde à vue. Donc voilà, le gouvernement tient à faire la distinction entre l'expression, la préparation et l'action et considère que dans la loi de 1881, sous réserve de la discussion que nous aurons tout à l'heure relative à l'amendement sur l'allongement du délai de prescription, nous souhaitons maintenir cette infraction dans la loi de 1881 consolidée. Merci Madame la garde des Sceaux. Pour explication de vote, Monsieur Mercier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a en effet deux voies qui peuvent être utilisées. Madame la garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, vous avez choisi de rester dans le cadre de la loi de 1881. Honnêtement, je ne suis pas très convaincu par ce que vous nous dites. Moi, je crois très honnêtement qu'il faut conserver la loi de 1881 parce que vous nous dites on reste dans ce cadre, mais on va quand même lui tordre le cou. La loi de 1881, un petit peu, on va serrer, on va allonger le délai de prescription parce que vraiment c'est pas possible de faire dans le délai de prescription de droit commun de la loi de 1881. Et puis quand même, on va prévoir la détention provisoire parce que sinon ça marche pas. C'est quand même l'amendement, sous-amendement de Monsieur le rapporteur. Et si vous ne voulez pas prendre sous-amendement du rapporteur, il faut le dire maintenant pour qu'on regarde clairement les choses. Sinon, on n'y arrivera pas. Moi, ce que je regrette aussi, c'est que si on reste dans cette loi, Madame la garde des Sceaux, on peut justifier, c'est pas ça la question, mais on va perdre un des points essentiels de l'efficacité de l'action antiterroriste, qui est, du point de vue de la justice, la concentration de toutes les actions antiterroristes au sein du tribunal de grande instance de Paris et du parquet de Paris. Les litiges sur la presse, il peut y avoir autant de tribunaux saisis qu'il existe de tribunaux de grande instance. Et on va éparpiller l'action contre le terrorisme et on va perdre en efficacité ce que l'on avait avec l'action du tribunal de Paris et du parquet de Paris. C'est aussi une des raisons qui me fait faire cette proposition. Mais après tout, si vous nous dites que vous n'avez pas besoin, c'est votre choix, c'est vous qui êtes en responsabilité. Mais je crois vraiment que c'est se priver d'un moyen d'action important pour lutter contre le terrorisme. Merci, chers collègues. La parole est à M. Anziani pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi je soutiens totalement la position de Madame la garde des Sceaux, pour une raison simple, c'est que depuis le début de cet après-midi, et sans doute même auparavant, il y a un consensus sur l'idée que nous ne devons pas accepter une législation d'exception. Nous ne devons pas. Et nous acceptons qu'il y ait des dispositions exceptionnelles. Et tout notre droit aujourd'hui sur le terrorisme est fondé sur cette idée. Regardez, par exemple, quel est le pivot de la répression en matière de terrorisme? C'est l'association de malfaiteurs, revue et corrigée, spécialisée avec justement l'association de malfaiteurs qui vise les terroristes. C'est du droit commun adapté justement au terrorisme. On ne crée pas une nouvelle infraction, mais on adapte le droit commun parce qu'on se méfie d'une législation d'exception. Là, on a l'outil qui est là depuis un siècle, plus d'un siècle maintenant, qui est la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Cette loi a fait ses preuves. C'est vrai qu'elle a des contraintes de procédure particulières, mais c'est aussi, au fond, un encadrement précis. Cette loi permet, contrairement à ce que vous venez de dire tout à l'heure, elle permet d'ores et déjà une détention provisoire. Donc il n'y aura pas à inventer la détention provisoire, elle est déjà prévue. Madame la garde des Sceaux nous a précisé tout à l'heure qu'il y avait un arrêt de la Cour de cassation qui permet également la garde à vue, c'est ce qu'a dit la garde à vue, mais la détention provisoire, relisez la loi 1881, vous verrez qu'elle est également prévue dans le texte. Eh bien, nous avons cette loi-là, il suffit également de l'adapter, et donc nous pourrons poursuivre les mêmes objectifs que vous, mais tout en restant dans le cadre de la législation de droit commun. Merci, chers collègues. La parole est à M. Bertrand pour explication de vote. Le terrorisme, il faut
privilégier l'efficacité. Moi, je suis d'accord avec la proposition de M. Hyest pour que ça rejoigne les règles de droit commun en matière pénale. Parce que bon, la liberté de la presse, c'est bien entendu que c'est quelque chose de sacré, d'excellent à protéger, on la couve de nos yeux. Mais en matière de terrorisme et dans la période actuelle, je préférerais qu'on privilégie l'efficacité. Chers collègues, la parole est à Monsieur le Président de la Commission, Monsieur Sueur. Chers collègues, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres, je pense que nous sommes devant un sujet très difficile. Et je considère pour ma part que nous devons respecter la loi de 1881 sur la presse et, s'agissant des publications, rester dans sa sphère. Car le sujet est difficile. J'ai eu l'occasion de dire en commission qu'il existait, par exemple, aujourd'hui, dans toutes les librairies, un livre qui, incontestablement, fait l'éloge d'une personne qui a, je ne sais pas si c'est du terrorisme, enfin, ça relève du terrorisme, qui a tué un grand nombre d'êtres humains. Il a été condamné pour terrorisme. Et ce livre existe. Il a donné lieu à une pétition de nombreux auteurs de la maison Gallimard. La question de savoir, par rapport au droit à publier, à écrire, à imprimer, ce qu'il convient de faire, est une vraie question. Je ne réponds pas de manière simple, mais c'est une vraie question. Faut-il interdire, emprisonner, demander des comptes à l'éditeur, à l'auteur, etc. Voilà un sujet. On ne peut pas le traiter à la légère. D'autant plus que si on regarde l'ensemble de la littérature, on trouvera beaucoup de textes qui abordent cette question. Alors on pourra dire ce n'est pas l'auteur, c'est le personnage. Ça se discute. Il y a des œuvres odieuses, exécrables, qui ont été imprimées et qui ont donné lieu à sanctions. Mais voyez-vous, il y a là matière à jugement. Et il me paraît sage que ce jugement reste dans la sphère du droit de la presse. Je ne préjuge pas, ce n'est pas notre rôle, mais reste dans la sphère du droit de la presse. C'est pourquoi, à mon tour, je me permets d'appuyer, de soutenir la position qui est à la fois celle de Madame le garde des Sceaux et celle de notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter ces amendements veuillent bien lever la main. Ah, pardon. Excusez-moi, Madame la garde des Sceaux. Je vous en prie. Juste quelques mots pour informer, en fait. Tout à l'heure, je disais que nous sommes interrogés, et manifestement nous continuons à le faire, et c'est vraiment la valeur ajoutée du débat parlementaire. Nous nous sommes interrogés quant à savoir si nous avions besoin de nouveaux outils législatifs, s'il y avait des dispositions qui relèveraient plutôt de décisions réglementaires, et s'il y avait sur le plan opérationnel une meilleure articulation à faire. Il y a en l'occurrence une meilleure articulation à faire, et j'ai donné des consignes en ce sens, entre la section antiterroriste et la section presse du parquet de Paris, parce que vous avez raison, c'est le problème que vous avez évoqué dans votre dernière intervention, Monsieur le Ministre. Vous avez raison, il y a là à coordonner, à articuler les choses. Donc, sur le législatif, nous faisons avec la précaution nécessaire pour ne pas fragiliser ce qu'on appelle la colonne vertébrale de nos moyens législatifs contre le terrorisme, c'est l'association de malfaiteurs. Et puis pour le reste, nous regardons bien là où nous pouvons agir. Et il y a une meilleure coordination de services aussi à faire, au-delà de ces deux sections du parquet de Paris, il y a une meilleure coordination à faire, ce qui est commencé déjà, par exemple, entre la DACG, la DCRI, la DGPN. Donc voilà, nous avons aussi à rendre nos services plus performants
à la fois par plus de moyens, à la fois par d'autres répartitions d'effectifs, à la fois aussi par l'évaluation des méthodes, avec eux-mêmes, à partir de leur expertise, l'évaluation des méthodes mises en œuvre. Mais nous croyons aussi qu'il est important, dans l'histoire du droit français, de maintenir les dispositions particulières de la loi de 1881 en apportant les aménagements nécessaires liés à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Merci Madame la garde des Sceaux. Alors nous votons sur l'amendement 13 rectifié. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Sur le 13 rectifié. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Nous votons sur le 3 rectifié bis. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Article additionnel après l'article 2. Deux amendements font l'objet d'une discussion commune. Le 6 rectifié qui est présenté par Monsieur Hyest. Oui, Monsieur le Président, je l'ai évoqué également dans la discussion générale. Je crois que c'est un débat qui est nécessaire. Je propose la création d'un nouveau délit de consultation de sites Internet terroristes sans aucun motif légitime, à l'instar de ce qui est déjà prévu par l'article 227-23 en matière de consultation habituelle de sites pédopornographiques. Seule sera sanctionnée la consultation habituelle de sites provoquant aux actes de terrorisme ou faisant l'apologie de ces actes lorsque ces sites comportent des images montrant la commission d'actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie. Voilà l'objet de cet amendement, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Le sous-amendement numéro 9 tombe. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur le 6 rectifié? Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est un avis défavorable, je dirais après mûre réflexion, et la Commission, en prenant cet avis défavorable, je crois, a entendu les arguments des uns et des autres. C'est un vrai problème, une vraie question qui est posée par le Président Hyest. Je dois dire que moi, durant toutes les auditions que j'ai pu faire, j'ai posé régulièrement la question aux responsables de nos services d'enquête, aux magistrats, sur la question de savoir s'il était en l'état utile, efficace, de prévoir la mise en place, la création d'un nouveau délit de consultation habituelle de sites incitant à commettre des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Je veux dire que globalement, je retire de ces auditions que ce n'était pas quelque chose qui était considéré comme utile et efficace en l'état. Je ne dis pas que, en fonction de l'évolution des choses, la question ne se repose pas, mais je dois dire au Sénat ce que j'ai ressenti au cours de ces éditions. Alors, effectivement, ça pose un certain nombre de difficultés sur l'efficacité de cette éventuelle nouvelle infraction. Il faudrait d'ailleurs, parce qu'on nous dit qu'il y a un exemple, c'est ce qui existe sur la consultation habituelle de sites pédopornographiques, qui est, elle, une infraction qui existe. Je crois qu'il serait utile d'avoir un retour d'expérience sur les conditions de mise en œuvre du délit de consultation des sites à caractère pédopornographique, sur les effets de cette incrimination. Il ne semble pas, en l'état, qu'il y ait quand même un bilan tout à fait positif, en tout cas démontrant une réelle efficacité. Il y a une deuxième interrogation que nous pouvons soulever aussi, et qui est quelque chose d'important, et nous l'avons tous rappelé dans le débat, dans la discussion générale, c'est l'équilibre entre l'impératif de sécurité, qui est tout à fait justifié dans des questions de terrorisme et
tous ici, nous l'avons dit de manière très claire, et puis le respect de la liberté individuelle que jusqu'ici, notre arsenal législatif en matière de lutte contre le terrorisme s'est efforcé de préserver. Et je crois que là, en l'état, nous irions, à mon avis, trop loin et que ça ne serait pas une bonne chose. Merci, monsieur le rapporteur. Madame le garde des Sceaux, quel est l'avis du gouvernement? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Messieurs les sénateurs, il y a d'abord une observation, c'est que cet amendement n'apporte pas des moyens nouveaux aux magistrats, en fait, pour intervenir. D'une part, et d'autre part, c'est une disposition qui était dans la version que vous aviez rédigée, Monsieur le Ministre, du texte antiterroriste, et cette disposition avait fait l'observation du Conseil, l'objet d'observation du Conseil d'État. Et voilà, donc, pour les mêmes raisons, le gouvernement considère qu'il vaut mieux s'en passer. Merci, Madame la garde des Sceaux. Explication de vote, Monsieur Béchu. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quand on décide de créer une taxe, elle s'applique de manière immédiate à tout le monde. Quand on décide de créer un délit, on donne la possibilité au juge de pouvoir ensuite l'utiliser, le cas échéant, et si nécessaire. Et j'avoue que je ne comprends pas la position de mes collègues. Je peux entendre le débat constructif, serein et apaisé que nous venons d'avoir sur la loi de 1880 et sur la liberté de la presse et sur le fait que si on touche à certains aspects de notre édifice juridique, on est susceptible de remettre en cause des équilibres. Mais dès lors qu'il s'agit d'ajouter un délit, de surcroît, par rapport à une consultation de site Internet dont nous savons aujourd'hui que c'est un des lieux où se joue une part de l'apprentissage au terrorisme. J'ai apprécié, Madame la garde des Sceaux, vos propos tout à l'heure sur le fait de dire que le fait de renforcer à l'intérieur des prisons certains moyens pour éviter des dérives, pour éviter que des gens qui soient laissés à eux-mêmes, avec des informations tronquées, avec une propagande religieuse qui ne ferait pas l'objet d'une réflexion intelligente ou soutenue, était un moyen d'éviter ensuite le passage à l'acte d'un certain nombre de gens. Et on a sur Internet aujourd'hui un espace sur lequel, malheureusement, une propagande sans filtre, une propagande qui peut se faire avec des moyens visuels pour imiter des gestes, précisément peut prendre un espace, peut amener ensuite à une instrumentalisation, à une propagande, à un embrigadement qui peut entraîner un passage à l'acte. Et les arguments selon lesquels ça ne paraît pas absolument nécessaire ou selon lesquels on pourrait éventuellement les utiliser un jour si le besoin s'en faisait sentir, ne me convainquent pas. Je préférerais qu'on se mette en situation de créer le délit, quitte à ce que les magistrats ne l'utilisent pas s'ils n'en voient pas l'utilité, mais qu'on ne laisse pas une zone de non-droit par rapport à Internet, alors qu'il est d'ores et déjà acquis que c'est un espace aujourd'hui sur lequel la propagande se met en place. Et je pense très sincèrement qu'autant il y a eu des positions qui ont été défendues ce soir pour essayer de préserver un équilibre qu'on peut comprendre et qui font l'objet peut-être pas d'un accord à 75% à l'image de la popularité ce soir de notre ministre de l'Intérieur, mais en tout cas d'un assez large consensus sur ces bancs, mais qu'en l'espèce, sur cette disposition précise, le gouvernement s'honorerait à accepter un ajout sur le plan juridique qui sera à la disposition des juges et des forces de l'ordre, le cas nécessaire, le cas échéant, pardon. Merci, chers collègues. Madame Claes, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. À l'inverse de ce qui vient d'être dit, justement, quand on crée une taxe, c'est quelque chose de simple. Quand on s'attaque à l'outil Internet, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Le fait de créer un délit pour la consultation de certains sites Internet, on le sait, c'est inévitable et c'est extrêmement rapide, va créer la création de techniques de contournement
qui vont faire que les forces de police vont beaucoup moins bien remonter la piste des personnes qui consultent justement les sites internet terroristes et qu'au contraire, on va obérer et on va empêcher l'activité des forces de sécurité via ces voies de contournement. J'en avais déjà parlé à l'époque justement des sites pédopornographiques. On n'imagine pas aujourd'hui la vitesse à laquelle vont les technologies et les contre-technologies sur Internet. Donc il me semble à moi justement, surtout aujourd'hui, où les services enquêteurs nous disent « n'y touchez pas, ça ne nous servira à rien d'en faire un délit, au contraire, ça risque de nous empêcher de monter nos enquêtes correctement », c'est eux qu'il faut écouter et non pas l'impression que de créer un délit va empêcher l'exécution de l'action. Au contraire, on risque de la favoriser. Merci, chers collègues. Monsieur Richard, pour explication de vote. Pardon. Je ne voterai pas l'amendement proposé par nos collègues, mais je suggérerai au gouvernement de poursuivre sa réflexion sur le sujet. Parce que l'ensemble des actes qui concourent à une entreprise terroriste sont variés et il est clair que l'utilisation de sites qui à la fois encouragent et conseillent fait partie de ces actes. Donc, nous n'avons pas ici, puisque l'avis du Conseil d'État est la propriété du gouvernement, n'avons pas peut-être l'ensemble des facteurs qui conduisent le gouvernement à ne pas souhaiter l'instauration de cette incrimination supplémentaire, mais l'ensemble de notre dispositif pénal de lutte contre le terrorisme est fondé sur la sanction d'actes qui ne sont pas des passages à l'acte final. Et si je me place d'un point de vue d'économie de moyens, la DCRI n'a pas les moyens humains de pister tous les apprentis terroristes. Elle est obligée de travailler un peu par priorité. Et donc, dans certains cas, le fait de pouvoir entamer une poursuite contre une personne est quelque chose qui sera un obstacle dans la suite de son action. Donc moi, je suis convaincu que l'existence, une fois que l'ensemble des conditions juridiques en auraient été éclaircies, l'existence de cette incrimination serait un outil de plus dans la palette dont dispose la République pour lutter contre la montée vers le passage à l'acte. Alors, je ne propose pas qu'on improvise, et donc c'est la raison pour laquelle je me garderai de rejoindre les collègues qui lancent le débat aujourd'hui sur un amendement, mais il me semble vraiment que le gouvernement serait bien inspiré de poursuivre sa réflexion sur le sujet. Merci, chers collègues. Je passe la parole à monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Très simplement, il s'agit de la création d'un délit de consultation. Bon. Or, je l'ai indiqué tout à l'heure, les enquêteurs, les services spécialisés considèrent aujourd'hui que ça ne leur apportera pas, en l'état, un moyen efficace. Ça ne les empêche pas, le fait qu'il n'y ait pas de délit, d'aller sur le net, d'enquêter, de faire un travail. Bon. Et manifestement, ça posera d'énormes problèmes d'identification. Ça pose aussi, et je crois que la réaction de Monsieur le ministre Mercier a été très claire par rapport à ça. Il y a eu un avis qui a été rendu sur le précédent projet de loi. Nous irions aujourd'hui vers des difficultés et je ne crois pas que ce soit justifié véritablement. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment pour que l'on n'aille pas aujourd'hui en ce sens. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame la garde des Sceaux. Oui, juste pour rappeler qu'il s'agit de la consultation. C'est un délit de consultation. J'entends la nécessité de réfléchir. Nous l'avons dit, et pour nous, ça n'était pas un aveu de faiblesse, de dire que nous nous sommes beaucoup interrogés, beaucoup. Jusqu'où nous allons dans la précision, jusqu'où nous allions dans l'élargissement, jusqu'où nous allions dans l'approfondissement de certaines incriminations. Là, dans le cas d'espèce, nous traitons de la création d'un délit de consultation de site. S'il y a une suspicion, des enquêtes administratives une surveillance administrative peut être enclenchée, y compris sur une personne isolée.
Oui, voilà, c'est ce que je dis. Mais là, nous sommes dans la consultation, c'est-à-dire que si dans la consultation, il y a des éléments qui permettent de penser que ce n'est pas une simple consultation, et nous ne sommes pas totalement désarmés. Il y a des choses qui peuvent être enclenchées et qui vont se poursuivre après. La question sera de savoir à quel moment on va passer de la procédure administrative à la procédure judiciaire, parce que c'est elle qui sera efficace. Oui, oui. Mais parfait. Chers collègues. Oui, bien sûr, Monsieur le ministre. Mais justement, c'est bien pour ça que nous pensons que juste le fait de consulter un site. Chers collègues. Monsieur le ministre, j'ai une demande d'explication de vote. Monsieur Hyest pour explication de vote. Je préfère les explications, franchement, d'Alain Richard que d'autres. Parce qu'on dit qu'il ne faut surtout pas le faire parce que ça pourrait nuire aussi au fait qu'on poursuive autre chose. Je suis désolé. Ou bien on considère que c'est dangereux comme la pédopornographie et que ça peut mener à autre chose et on peut créer le délit. Alors, ça n'empêche rien sur le renseignement. Le renseignement, c'est autre chose. Le renseignement, il est justifié, on écoute, bien entendu, mais s'il n'y a pas de délit, on ne pourra pas poursuivre après. Est-ce qu'on a... Bon, je vais maintenir cet amendement pour le principe, il ne sera pas voté, mais je pense que nous y reviendrons, parce que le débat n'est pas terminé. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Je ne reviendrai pas, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sur les arguments qui ont été excellemment développés par Christiane Taubira et par le rapporteur. Nous sommes devant un problème, il a été souligné. Les magistrats nous disent qu'ils n'ont pas besoin de cette incrimination. Deuxièmement, nous faisons face à un problème à caractère constitutionnel. Et nous n'avons pas voulu, avec la garde des Sceaux, sur un texte aussi important, dans un moment aussi délicat, prendre ce risque. Mais bien évidemment, et nous en sommes d'accord, il y a sur la question d'Internet et sur, je l'ai longuement développé tout à l'heure à l'occasion de la présentation du texte, le développement de ce djihadisme qui recoupe des modes très différents. La comparaison, moi j'étais assez intéressé par la comparaison avec tout ce qui se passe sur le net en matière de pédopornographie. Et j'étais sensible à cette comparaison. Mais il y a une limite quant à l'extension et au type, au fond, de discours, de propagande qui ne peut pas être totalement apparenté à cet autre délit qui a fait l'objet d'un travail tout à fait considérable d'alerte par les policiers spécialisés, par les magistrats. Mais en revanche, vous avez raison, M. Hyest et M. Richard, il nous faut travailler sur ce sujet-là. Je ne sais pas si nous y reviendrons tout de suite, mais en tout cas, de toute façon, le Parlement est de ce point de vue-là souverain. Et il faut que nous trouvions, entre le gouvernement et le Parlement, et les techniciens, pas uniquement les spécialistes du droit, parce que nous le savons bien, parfois, pour ce qui concerne Internet dans ce domaine-là, faire en sorte que plus rien ne bouge, si vous me permettez cette expression, peut poser un problème à ceux qui recherchent précisément ce type de discours et de propagande. Donc il ne faut pas créer non plus un obstacle à la découverte, j'en dis pas plus, d'un certain nombre d'éléments. Mais il faut sans doute y travailler, parce que de toute façon, il y a une adaptation. Donc ce que nous vous proposons avec la garde des Sceaux, c'est que nous puissions y travailler sereinement pour voir quelles sont les possibilités juridiques et efficaces, puisque un de vos collègues évoquait la notion d'efficacité, pour que demain, éventuellement, nous puissions avancer. En l'occurrence, comme l'a dit la garde des Sceaux ce soir sur ce sujet-là, cela nous paraît difficile. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, nous allons voter sur cet amendement 6 rectifié. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Article additionnel après l'article 2, l'amendement 14 rectifié est présenté par Monsieur Mercier. Monsieur le Ministre.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois avoir déjà défendu cet amendement longuement tout à l'heure, pas allonger le débat, mais je demande au Sénat de le voter. Merci, chers collègues. Madame la garde... Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Oui, Monsieur le Président, c'est un avis défavorable par cohérence avec la position que nous avons prise sur les amendements numéro 3 et numéro 13. Merci, Monsieur le rapporteur. Défavorable. Défavorable. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont opposés veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Article additionnel après l'article 2. L'amendement 8 rectifié bis est présenté par Monsieur Hyest. Il est défendu ? Il est défendu. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission ? Monsieur le Président, même avis défavorable, similitude avec le débat que nous venons d'avoir. Merci, Monsieur le Ministre. Même avis défavorable, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Même vote. Même vote. Article additionnel après l'article 2. Nous avons deux amendements et un sous-amendement qui font l'objet d'une discussion commune. Tout d'abord, l'amendement 15 rectifié est présenté par Monsieur Mercier. Alors nous considérons qu'il est tombé. Nous passons au 4 rectifié bis. Monsieur Hyest, vous avez la parole. Comme manifestement on ne voulait pas d'un délai spécifique, au moins dans la loi de 81, dans la loi de 1881, il faut mieux prévoir quand même des délais de prescription qui soient raisonnables, parce que c'est toujours compliqué, mais le délai de 3 mois est extrêmement bref. Et vous savez que la procédure de la loi de 81, elle a peut-être des vertus, mais elle a aussi des graves défauts de ce point de vue, quand il s'agit de choses graves. Et c'est pourquoi je vous ai proposé de porter à 1 an le délai de prescription. Merci, chers collègues. Nous avons un sous-amendement 26. Il est présenté par Monsieur le rapporteur au nom de la Commission des lois. Oui, merci Monsieur le Président. Par rapport à ce que vient d'exposer notre collègue Jean-Jacques Hyest, effectivement, dans la loi de 1881, nous avons un délai de prescription de 3 mois qu'on peut considérer comme trop court par rapport au problème qui est posé. L'allongement à 1 an paraît une excellente chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui serait une création dans le cadre de la loi de 1881, puisque c'est déjà prévu pour les infractions les plus graves, comme la provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à l'égard d'une personne à raison de son origine ou de sa religion. Il paraît donc logique, au regard de la gravité des faits incriminés et de l'efficacité de la répression, de prévoir ces arrangements. Nous avons proposé un amendement qui est un article additionnel après l'article 2, qui vise à autoriser le placement en détention provisoire en cas de provocation ou d'apologie d'actes de terrorisme. Car il faut souligner que cette possibilité existe déjà, notamment pour les provocations aux atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne. Et il pouvait apparaître paradoxal, dans ces conditions, que la provocation aux actes de terrorisme ne puisse donner lieu explicitement à un placement en détention provisoire. Merci, Monsieur le rapporteur. Sur donc l'amendement 4 rectifié bis, bien sûr, l'avis du gouvernement, Madame la garde des Sceaux. Oui, Monsieur le... Pardon, merci. Monsieur le Président, donc il y a l'amendement et le sous-amendement, et je présume que vous mettrez au vote... L'amendement. Donc, je vais m'exprimer d'abord sur le sous-amendement. Donc, pour dire que le gouvernement émet un avis défavorable. Vous aviez raison tout à l'heure, Monsieur le Ministre, de dire que voilà, ce sera un aménagement. En termes de cohérence, dans ce cas-là, nous aurions dû effectivement adopter votre amendement tout à l'heure. Donc, le gouvernement émet un avis défavorable parce qu'il n'est pas souhaitable que dans la loi de 1881 soit introduite cette disposition concernant la détention provisoire. Nous considérons que la possibilité de garde à vue permet la poursuite des investigations et des interrogations nécessaires.
Par contre, pour ce qui concerne l'amendement et la prorogation du délai de prescription, à la fois pour des raisons de gravité des actes, l'acte d'apologie et de provocation aux actes terroristes, et par alignement, compte tenu du fait qu'il y a déjà ces dérogations à l'intérieur de la loi de 1881 pour des incriminations évoquées d'ailleurs à l'instant par le rapporteur, à savoir notamment l'incitation à la haine au titre de la race ou de la religion, etc. La race, j'y mets des guillemets, vous imaginez bien. Cela visait d'ailleurs essentiellement des actes d'apologie et d'incitation à la haine antisémite. Donc, pour des raisons de gravité et de cohérence dans l'alignement, le gouvernement est favorable à la prorogation du délai actuel de 3 mois à 1 an, en étant, je répète, défavorable au sous-amendement pour la détention provisoire. Merci Madame la garde des Sceaux. Ce n'était pas juste pour vous être agréable, Monsieur le Président. Pire. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Simplement une précision. Dans la loi du 29 juillet 1881, il y a un article 52 qui indique que si la personne mise en examen est domiciliée en France, elle ne pourra être préventivement arrêtée, sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24, 25, 27, 36 et 37 ci-dessus, c'est-à-dire que la détention provisoire est donc possible. Et il suffit d'aller d'ailleurs voir les articles 23, 24 pour voir les délits auxquels peut s'appliquer cette disposition de l'article 52. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, nous allons donc voter sur le 26 rectifié. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Il n'y en a pas. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il est donc adopté. Nous votons sur le 4 rectifié bis. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Le gouvernement et la Commission sont favorables. Je rappelle que le gouvernement et la Commission sont favorables. Merci. Merci. Que ceux qui souhaitent voter contre veuillent bien lever la main. Merci. Il est donc adopté. Nous en arrivons à l'article 3. Deux amendements font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 23 rectifié est présenté par Monsieur Anziani. Oui, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour but de préciser les précisions qui ont déjà été apportées par la Commission des lois au fonctionnement de la Commission qui a pour but d'auditionner les personnes avant de procéder à leur expulsion. La Commission a excellemment déjà précisé que le délai d'1 mois devait figurer dans la loi et pas uniquement dans le règlement, et puis également envisager qu'en cas de motif légitime, uniquement en cas de motif légitime, eh bien, on puisse accorder un nouveau délai d'1 mois pour que la Commission puisse rendre son avis. Nous vous proposons dans cet amendement, mais nous attendons également aussi les éclaircissements du gouvernement sur cet amendement, d'apporter quelques modifications. La première, c'est de préciser qu'au fond, les dispositions dont il s'agit ne pourront s'appliquer que lorsqu'il s'agit d'une procédure d'expulsion et non pas sur la totalité des dispositions du Code concernant le CESEDA, concernant les étrangers. Et la deuxième précision, c'est une précision plus formelle, mais qui consiste à, au lieu de dire que l'avis sera réputé rendu en cas de non-réunion de la Commission, de préciser que les formalités de consultation de la Commission seront réputées remplies. Il nous semble que c'est une formulation plus adéquate. Merci, chers collègues. L'amendement 21 rectifié, présenté par Madame Benbassa.
et nous demandons la rédaction de l'article. Oh, je suis fatiguée. Bon, nous demandons la rédaction de la partie 1, alinéa 2 de l'article 3, de la manière suivante. Je cite, « La Commission émet son avis dans un délai d'1 mois à compter de la convocation de l'étranger. » De même, nous demandons également la rédaction de la partie 2, alinéa 4 de la première phrase. La Commission émet son